Tous derrière les grenats en regardant le Graouli Mag avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc. En panne de tout, le FC Metz s'incline une nouvelle fois face au Stade brestois cette fois-ci et manque de recoller à la course au maintien avec une attitude inexcusable. Un résultat qui ne va pas arranger le rapport entre le club grenat et ses supporters qui s'étaient réunis ce dimanche. Retour sur une fracture assumée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro du Graouli Mag. Les émissions se suivent et se ressemblent, tout comme les matchs du FC Metz. À notre grand malheur, évidemment, on aurait aimé commenter autre chose et on y a cru, peut-être un court instant après l'expulsion, notamment du côté du Stade brestois. Mais il n'en est rien, nouvelle défaite pour le FC Metz dont on va parler évidemment avec nos chroniqueurs du jour. Et je commence à ma gauche avec Stéphane Moliens. On a décidé de tout réarranger tactiquement sur le plateau. Eh ben, de temps en temps, ça fait du bien. Peut-être que ça peut amener quelque chose de nouveau. En tout cas, nous, on en a besoin. Voilà. Eh ben, salut les gars. Face à toi, ils sont deux. Bernard Zégnier est avec nous. Bonsoir. Tu retrouves ton ancien poste. Ouais, c'est bien parce que je peux rentrer sur mon pied gauche là. C'est ça, et direct dribblé. Angelo Salemi qui est à tes côtés. Salut, bonsoir à tous. Je suis une belle association d'Italiens là, c'est Ouais. bon. On verra plus tard, on mettra des notes, peut-être que ça vaudra le coup ou pas, on ne sait pas encore. On va revenir évidemment avec notre voix off qui nous suit depuis le début de l'année. Nathan est avec nous pour d'ici encore des informations que j'ai peut-être oubliées dans l'émission. Voilà. Salut Nathan. Salut Aymeric, salut tout le monde. On va passer à la première partie de cette émission, si vous le voulez bien. C'est le journal de la Ligue 1. Retour donc sur la 17e défaite de la saison pour le FC Metz. Stéphane, le FC Metz en état de mort cérébrale, on n'a rien vu dans ce match. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné. Ouais, alors moi je n'irais pas jusqu'à dire qu'on n'a rien vu, c'est juste qu'on n'a pas vu assez. Compte tenu en effet du contexte, qui est en effet un contexte favorable, étant donné qu'au bout de 22 minutes, l'équipe adverse se retrouve à 10. On peut s'attendre à ce moment-là à ce que ce FC Metz soit très ambitieux. Il l'a été, mais par parcimonie. Et puis, je suis très inquiet sur la façon dont la deuxième mi-temps a été abordée, puisque j'attendais vraiment qu'on mette le bouillon d'entrée dans cette deuxième mi-temps, une fois que la réorganisation tactique qui devait s'opérer normalement par le coach se concrétise. Et en fait, non, on est resté sur un rythme très bas, beaucoup trop bas pour inquiéter l'adversaire. Mais j'ai envie de dire que c'est un match qui reflète complètement la saison du club, dans la mesure où on a toujours ressenti cette vulnérabilité défensive. Brest a eu deux occasions, une sur la barre en première mi-temps, une autre qui fait mouche. Nous, on en a quelques-unes, mais on n'arrive pas, par manque de concentration, de spontanéité, peut-être même de talent. Et je crois que ce match, finalement, résume assez bien cette triste saison qu'on est en train de faire. Angelo, c'est vrai que le FC Metz était en supériorité numérique depuis la 20e minute. C'est plus d'une heure de jeu à 11 contre 10. C'est déjà une première cette saison. Mais ça a été le petit débat d'avant-émission. On a plus l'impression que ça a rêvé les Brestois que laisser la domination au FC Metz. C'est ce qu'a dit Eric Roy après la rencontre, l'entraîneur de Brest, qui disait on a démarré sur un faux rythme et le carton rouge quelque part nous a mis une petite claque, ça nous a réveillés. Du côté de Metz, alors jouer en supériorité numérique, ça donne pas la certitude de gagner. Mais si tu te mets à la place du FC Metz, tu te dis tu gagnes pas sur un match où tu es à 70 minutes à 11 contre 10, quand est-ce que tu vas gagner un match ? Toutes les planètes étaient alignées entre guillemets face à une équipe de Brest qui est une bonne équipe mais qui n'est pas non plus, c'est pas le PSG. Tu joues en supériorité numérique, tu as des occasions et tu n'es pas capable de marquer. Je crois que Bonatano l'a dit aussi, tu aurais pu jouer 2 jours sans marquer. Franchement, au bout d'un moment, ça devient difficile de trouver des excuses à cette équipe, ça devient difficile de trouver les mots. Ça fait 17 défaites en 24 journées. La fin du film, je pense qu'on la connaît. Ça va sans doute se terminer par une relégation parce que cette équipe, elle a pas les réponses, elle n'a pas de niveau pour la Ligue 1. Mais avec quelle étiquette, c'est ça, parce que Benoît Tavenot faisait le comparatif entre faire une Le Havre ou faire une Montpellier. Là, tu te diriges vers une Montpellier, pour le moment, tu fais encore moins bien.
Ouais, Montpellier a eu 16 points. Ils ont terminé la saison sur de nombreuses défaites. J'ai plus les chiffres exacts en tête. Là, tu as 13 points. Est-ce que tu es capable de prendre 3 points sur les 10 journées qui restent? Est-ce que tu es capable de remporter un match sur les 10 journées qui restent? Parce que le record en Ligue 1, c'est 3 victoires sur l'ensemble de la saison. Pour l'instant, on est dedans. Je pense que l'un des objectifs du FC Metz sur cette fin de saison doit être d'éviter ces records qui feraient sombrer le club un peu dans le ridicule, tout simplement. Et pour cela, Bernard, il va falloir changer pas mal de choses. Je te propose de regarder une séquence. C'est vrai que je parlais, on voit derrière moi sans âme. On va regarder après le contre, si tu veux bien, ce contre là derrière, le FC Metz qui contre en marchant en fait. Comment tu peux, en étant en supériorité numérique, parce que là on est juste avant la fin de la première période, hein, comment tu peux t'élancer dans un contre avec 6 joueurs qui sont devant leur surface de réparation sans aucune envie d'aller marquer? C'est un peu paradoxal parce que voilà, si tu reprends le match à Paris, on voit dès l'entame de match des Messins qui vont presser le PSG dans ses 6 mètres, alors que le PSG est champion d'Europe, a des joueurs techniquement qui se sortent de n'importe quelle situation et des joueurs, des attaquants qui vont très très vite et il laisse 50 mètres dans son dos à ce moment-là et prend le premier but donc au bout de 2 minutes. Et dans un match comme ça, alors je ne, comment je dirais moi, tout le respect qu'on a pour Brest qui est une bonne équipe, mais je veux dire, tu es à la maison. La moindre des choses, si tu veux faire quelque chose, c'est déjà d'essayer d'emballer le match, de mettre du rythme et d'aller faire le pressing à cette équipe-là, justement, la presser pour l'empêcher de sortir de son camp. Et, alors, faudra m'expliquer, je ne sais pas pourquoi à Paris, les Messins sont allés chercher cette équipe parisienne qui, je vous dis, qui sort de n'importe quelle situation à 2, à 3, il maîtrise ce jeu-là sur le bout des doigts. Et il ne le fait pas contre Brest à domicile. Il ne le fait pas non plus contre Auxerre, hein, ça a été aussi le débat. C'est pourquoi le faire dans un match qui est presque perdu. Non, mais d'accord, mais on n'avait jamais. Avant Auxerre, on n'a pas trop vu les Messins faire de pressing. Mais là, tu vas au PSG et tu sors. Tu te retrouves avec une défense qui est 10 mètres dans le camp adverse sur le premier but. C'est un truc on apprend ça à des gamins de 6 ans. Je ne sais pas, ils connaissent les règles. Ils savent que dans leur camp, il n'y a pas d'hors-jeu. Enfin, je ne sais pas. Je dis ça en plaisantant, hein, parce que c'est un truc de fou quand même. Donc voilà. Donc sur ce match-là, moi, ce qui m'a surpris, c'est justement... C'est même pas de la passivité, c'est... Pas de rythme, voilà, ils sortent. C'est là, vraiment, hein, on est à la 35e, 40e minute là. Moi j'aime bien parce que par rapport à ce que moi j'ai vécu, on me dit toujours que quand moi je jouais, on marchait sur le terrain. Là, je ne sais pas ce qu'ils font, je ne sais pas s'ils marchent même, parce que... Mais bon, c'est l'explication, je ne sais pas s'ils l'ont, je ne sais pas si le coach l'a. Le coach, oui, par rapport à ce qu'il dit après le match, il n'est pas satisfait, il dit que c'est pas bon, il dit que c'est pas suffisant, il fait le constat que tout le monde fait, voilà. C'est pas... Sur ce match-là notamment... Il y en a eu plein d'autres, mais sur ce match-là, c'est pas une équipe qui veut sortir de l'ornière où elle est et qui veut éventuellement tout faire pour essayer. Je dis pas parce que là, c'est très, pour moi, c'est cuit, c'est très compliqué, mais au moins essayer de ne pas sombrer comme ça. Voilà. Non, je sais pas. L'action là que tu montres, elle illustre le manque de dynamisme de cette équipe. Alors, cette équipe, elle est paralysée par le manque de confiance, c'est indéniable, parce qu'on voit Alpha Touré. Il ne va pas tenter la passe risquée. Il se dit attends, je vais assurer le coup, mais il n'y a même pas d'appel non plus. Il n'y a pas d'appel, il n'y a rien, ça remonte en marchant. À un moment donné, tu veux te maintenir en Ligue 1, il faut des changements de rythme. Il n'y en a jamais. Ça joue à 2 à l'heure, ça joue à la baballe. Les occasions que tu as, c'est sur des situations, voilà, il y a des centres. Il y a eu 1 milliard de centres hier. Brest les a repoussés facilement parce que les centres n'étaient pas spécialement bien donnés. Mais ça manque de changement de rythme. Alors je ne dis pas qu'il faut sombrer dans la caricature en jouant que le contre, mais bon sang, ramenez-moi un peu de dynamisme, de peps, des joueurs qui débordent, des situations pour permettre au public de s'enflammer. Le public, ça fait quoi, c'est 12 matchs à domicile cette saison. Quand est-ce qu'il a pu s'enflammer, ce public? Il ne se passe rien, on s'ennuie, je suis désolé. Là, l'action-là, elle est terrible. Ce que tu dis, Angelo, est juste, et en fait, ça démontre en fait à quel point cette équipe, depuis le début de saison, c'est pas le changement d'entraîneur. Depuis le début de saison, on n'a pas trouvé les codes réels de la Ligue 1 ici à Metz. Les codes en termes d'intensité, en termes d'impact, en termes d'exigence à tous les niveaux. Et je pense que la première pierre du mur était déjà très très mal posée dès le départ. Il y avait une vraie volonté de jouer, mais qui était insuffisante.
compte tenu du niveau moyen de la Ligue 1. Je ne parle pas d'être concurrentiel par rapport à Lyon, Marseille ou Paris, mais je pense qu'on a cette incapacité, dès lors qu'on arrive en Ligue 1, parce qu'en Ligue 2, on a les codes, on a la recette, mais en Ligue 1, on ne l'a pas, on n'arrive pas à l'avoir. Et je n'arrive pas à l'expliquer, vraiment. Après les quelques joueurs, pour moi, ça n'engage que moi de dire ça, les quelques joueurs qui pour moi sont capables ou seraient capables d'éventuellement tirer ce groupe, ils ne jouent pas là. C'est Stambouli, c'est Deminguet, c'est Hein, voilà, c'est des garçons qui ne jouent pas. Et les 3 victoires, regardez les compos d'équipe, ils y sont dedans. Et juste Stambouli, je crois. Oui, Stambouli. Mais voilà. oui, sinon oui, tu as. Mais bon, tu retrouves ces garçons-là. Moi, il y a aussi l'aspect mental, et on en parle régulièrement. Pour moi, cette équipe-là n'a pas de mental. Il n'y a pas de. Alors, on parle, c'est vulgaire aussi, il n'y a pas de taulier, là, dans ce match-là, capable de justement entraîner tout le monde, de rameuter alors un peu. Que sur le papier, tu es censé en avoir. Hein. On voit Habib Diallo, Bounassar, c'est des joueurs d'expérience comme Jean-Philippe Bama, c'est des joueurs qui connaissent le championnat. Attends. Les joueurs d'expérience, c'est une chose. Ok, ils ont fait Bouna, il est parti, il était à Marseille, au Bayern, tout ça. Mais est-ce que c'est dans leur tempérament ? C'est comme quand tu donnes le brassard à Gauthier Hein, Gauthier que j'adore, mais pour moi, c'est pas son truc. Il n'est pas leader comme peut être par exemple un Stambouli. Il me semble. Attends, voilà. Donc, dans l'équipe qui a joué là, je vois pas moi qui peut justement bouger un peu tout le groupe pas quand ça va pas, mais pour les réveiller, parce qu'ils sont à 0-0, il n'y a pas péri dans la demeure, ils n'ont pas perdu le match encore, mais ils sont incapables justement de mettre du rythme dans ce match-là, d'emballer le match, de mettre un peu un grain de folie, voilà. Donc, et il n'y a pas, pour moi là-dedans, il n'y a pas de garçon capable de faire ça. C'est pas spécialement le meilleur joueur de l'équipe, hein, mais au niveau mental. Puis le dynamisme, on parlait de dynamisme, c'est avec ballon, c'est aussi sans ballon. Dans le résumé, on voit l'occasion de Brest en première mi-temps, cette frappe sur la barre. C'est une situation qu'on a vue 800 fois cette saison. Dès qu'il y a un centre en retrait, on se retrouve avec un joueur esselé à l'entrée de la surface. C'est quoi ? C'est les milieux de terrain qui sont feignants, qui n'ont pas envie de faire l'effort pour revenir sur le gars qui fait l'appel. Je ne comprends pas comment ce problème, après 24 journées, n'ait pas été réglé. Après, si tu fais de la zone, aujourd'hui c'est la zone, il n'y a pas de problème pour faire de la zone. Mais à un moment donné, quand tu es dans les 16 mètres, si tu n'attrapes pas quelqu'un et que tu ne prends pas quelqu'un au marquage, ben, il se passe ce qui s'est passé à Lille, où tu en prends 6 et il y a 3 centres en retrait et ils sont tout seuls au point de pénalty. Là, ce match-là, il frappe sur la barre, il est tout seul aussi au point de pénalty. En termes d'exigence, c'est ça aussi, si tu veux, c'est qu'à un moment, il faut rester concentré quand même sur le temps de la mi-temps, tout au moins, parce que là, tu te rends compte, le jeu à 3, mais moi j'étais devant, je me suis dit, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure, ce jeu à 3. Et si ça partait dans le dos de Collin, c'était certain. Et le centre, en fait, tu le sais qu'il va centrer, il n'y a qu'un gars. Bien sûr. Il n'y a qu'un gars. Donc la prise d'information de Kouaou à ce moment-là, elle est inexistante. Il regarde le ballon, il ne regarde pas l'adversaire. C'est catastrophique. Ouais. On va revenir sur les statistiques de cette rencontre pour se rendre encore un peu plus compte de ce que vous êtes en train de dire, messieurs. Alors évidemment, on ne va pas s'atteler dessus plus que ça, quoique avec la possession, 66% contre 34%, évidemment, mais là, 24 tirs à 6, 5 tirs cadrés à 1. On va revenir sur cette statistique avec toi, Steph. 24 frappes, 0 but. Alors oui, il y a 6 arrêts de Grégoire Couder, mais que de fébrilité offensive encore une fois. Oui, mais ça c'est encore une fois la fin de ta phrase. En fait, on avait très peu, je crois même ou pas du tout, tiré à Paris. Bon, on s'est dit qu'il y avait des carences offensives qui étaient bien plus prégnantes sous l'ère Tavenou que sous l'ère, je trouve, Le Mignon. Maintenant, ce qui est embêtant, c'est qu'en effet, quand on se retrouve à 11 contre 10, que tu as des situations que tu n'arrives pas à marquer. Mais on n'arrive pas à marquer parce que le gardien est en état de grâce. Il a fait 2-3 bons arrêts, mais c'est aussi parce qu'à un moment, au lieu de frapper, on ne frappe pas. Au lieu de maladresse centrer, on ne aussi, centre pas. Stéphane.
il y a de la maladresse, il y a un manque aussi de spontanéité sur l'image de là, pour le coup, il a plus qu'à mettre le pied. Il y a des choses qui ne se passent pas actuellement. Alors évidemment, on va tous dire, mais moi, je ne connais pas la véritable recette et pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça. Je pense que, encore une fois, et je pense que le niveau d'exigence, il n'est pas suffisant chez chaque joueur, mais aussi dans le staff, dans tout le club, pour qu'à un moment, on puisse relever la tête. Je pense que c'était un match qui était largement gagnable, clairement. Mais il y a un manque clair et évident de tout ce qu'on voit depuis le début de saison. C'est vrai qu'il y avait peut-être des matchs où ça manquait d'occasions. Nathan, sur ce match-là, il y a eu des occasions et évidemment, ça va rentrer un petit peu dans l'histoire du club, mais pas de la bonne manière. Ouais, le FC Metz a tenté 24 frappes sans marquer, comme tu l'as dit. C'est son plus haut total, tout en restant muet lors d'un match de Ligue 1 depuis qu'Opta analyse la compétition en 2006. Mais combien de cadrés sur les 24 ? 5 cadrés, mais c'est pour ça, en fait, tu as 24 frappes, c'est ton plus haut total en Ligue 1, mais d'ailleurs, tu mets 0 tir. Enfin, tu mets 0 but, pardon. En règle générale, si tu cadres pas, c'est compliqué pour marquer. Je veux bien. Je veux bien la preuve, parce que quand tu regardes en face, et pour faire le comparatif, tu peux rebondir là-dessus, Angelo, il a fallu qu'une occasion franche à Brest pour faire la différence. C'est sa seule frappe cadrée. Et il cadre. Derrière, il y a le but de Ludovic à Jorque. Un enchaînement de Ligue 1. La palisse. Tout ce qui a manqué au FC Metz, 2-3 minutes avant, on a Habib Diallo qui est seul dans la surface et qui fait une tête mollassonne que le gardien stoppe facilement. Donc ça dit tout en fait de cette équipe. Puis sur le nombre de frappes, moi j'ai eu un sentiment assez paradoxal, c'est-à-dire qu'en premier mi-temps, j'ai eu le sentiment que les joueurs ne voulaient pas frapper, qu'ils avaient un petit peu peur en rentrant dans les 18-20 mètres. Puis en deuxième mi-temps, j'ai l'impression que ça a frappé un petit peu à mauvais escient dans une forêt de jambes en sachant pertinemment que ça ne passerait pas. Parce qu'à mon avis, il y a dû y avoir une consigne qui est... Les gars frappés, oui. En fait, il faut tenter sa chance maintenant. Ah oui, Et puis les 2 ou 3 plus belles, c'est les défenseurs qui les ont faites. C'est Collin, c'est Bamin, c'est... Oui, c'est ça aussi. Et c'est terrible. Et puis, c'est pas pour lui tomber dessus, malheureusement, à ce garçon. Alors, Jonathan Fischer, il ne peut pas faire grand-chose sur le but. Mais moi, ce qui m'embête, c'est qu'il ne réalise jamais l'exploit. Un gardien d'une équipe qui joue le maintien, de temps en temps, il doit sortir un exploit. Je parle souvent avec toi de Farid Mondragon. À l'époque, c'est une saison qui est compliquée, mais on a un gardien qui fait des exploits. Et Jonathan Fischer, il se fait bombarder de tous les côtés, j'ai aucun souci avec ça. Mais j'attends encore l'exploit, le jour où il fait l'arrêt, qui rapporte un point en fin de match. Et là-dessus, je vous avoue que je suis sur ma faim parce qu'il ne fait pas l'exploit. La statistique, elle est criante, c'est-à-dire qu'il y a eu un tir cadré, un but malheureusement. C'est 0-1 pour le gardien messin sur ce match-là en tout cas. Symboliquement, ce garçon-là, il est parti du Danemark pour arriver à Metz. Son premier match qu'il fait, il en prend 7. Tu vois, et symboliquement, tu dis, putain, le pauvre, il arrive dans de beaux draps, quoi. Ouais. Surtout qu'il arrive avec cette attitude un peu solaire. Alors évidemment, nous, on s'est demandé, après la conf, combien de temps il va pouvoir garder ça, parce que tu sais très bien que cette saison légale va être compliquée. Là, Jonathan Fischer, il n'y a pas un sourire qui arrive, alors que c'est quelqu'un qui essaie de relativiser sur pas mal de choses. Et on s'est dit... Après, tout n'est pas de la faute de Fischer. Hein. Non, je ne dis pas que c'est de la faute de Fischer, mais ça reste quelqu'un qui est enthousiaste et là qui aujourd'hui subit cette situation de plein fouet. Alors évidemment qu'il ne va pas arrêter, il y a 6 frappes, mais sur d'autres matchs, on en a bien plus. Il ne va pas tous les arrêter, évidemment, et puis ça vient aussi de la défense, de l'équipe, de tout ça. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre qu'il y a peut-être un impact mental pour un gardien qui n'est pas en confiance parce qu'il n'y a peut-être pas cet arrêt-là, justement. Pas en confiance, ouais, pas décisif. Après, il a aussi des qualités. Hein. L'idée, c'est pas de tout mettre sur son dos. J'aime bien son jeu au pied. Il a un calme avec le jeu au pied qui est assez étonnant. Mais moi, ce que je lui reproche, voilà, c'est ce côté pas décisif. Alors, cette saison, j'ai en mémoire un arrêt où je me suis dit, ah ouais, bravo, c'est le penalty à Brest. Et malheureusement, c'est pas de chance, c'est que l'arrêt-là est inutile parce que derrière, il prend un autre penalty. En fait, il y a un mélange de pas de chance, il se fait bombarder, il ne peut pas faire grand-chose, et en même temps, il est aussi là pour ça, pour réaliser des exploits, pour faire gagner des points, et force est de constater qu'il ne fait pas gagner de points au FC Metz cette saison. Et en même temps, si tu regardes le but qu'on prend là, Jean-Philippe Bamin, qu'on aime beaucoup, hein, clairement, il est inexistant en marquage. Clairement. Là, pour le coup, il laisse vraiment faire à York comme il veut. Je trouve que là, il y a un manque d'impact, surtout là dans les 6 mètres. Ça me paraît quand même être un peu lunaire de laisser à York comme ça faire contrôle, frappe, et vraiment même sans vouloir mettre le pied, quoi. Donc je peux comprendre qu'on ait un petit peu parfois l'envie de ne pas faire de faute, mais là, ça me paraît quand même un petit peu léger. Quand même. Il y a un truc aussi, mais ça c'est depuis la nuit des temps.
on reproche toujours, on dit toujours, bon, le gardien, on lui reproche de ne pas faire d'arrêt, On rappelle à la gratitude du poste. Hein. Voilà, mais quand les attaquants ratent des occasions immanquables, ça passe mieux. On le dit quasiment pas, c'est vrai. Oui. Et ça, c'est depuis la nuit des temps, donc c'est comme ça. Donc moi, je trouve que c'est un petit peu... je ne dis pas que c'est facile, mais il ne faut pas tout lui mettre sur le dos, parce que les 51 buts, ou je ne sais plus combien de buts, 52 buts que Metz a pris cette année, c'est l'équipe qui les a prises, qui a pris tous ces buts-là, pardon, et c'est parce que Metz ne défend pas bien. Il ne faut pas tomber dans l'autre excès. J'ai en mémoire le 3e but au Parc des Princes, où Sadibou Sané se fait avaler par Gonzalo Ramos, qui fait une frappe extraordinaire sur laquelle Fischer l'a pour le coup. T'as vu comment il l'élimine ? Et Sadibou Sané fait un geste des mains comme si c'était de la faute de Fischer, alors qu'il vient de se faire avaler 3 secondes avant. Faut pas non plus tomber dans l'excès là, c'est pas l'idée là, c'est pas mon discours. Voilà, je dis juste, je regrette, sur un match comme hier, on a Couder qui fait 3-4 parades, dont celle du pied devant Bamin qui est vraiment belle. Et Fischer, malheureusement, c'est un tir, un but. On a entendu vos réactions au sujet de cette rencontre. On va tout de même se tourner vers ceux des acteurs de ce match, Benoît Thavenot et Bounassar. Après la rencontre, on les écoute. C'est insuffisant. C'est tout. Ça ne sourit pas parce que c'est insuffisant. Notre manque de qualité par séquence technique vient de notre manque de caractère. Des fois, on refuse les frappes, on refuse les centres. On refuse la passe, pas peur de mal faire. Et c'est pas la solution. C'est pas la solution. Donc aujourd'hui, c'est une très très mauvaise soirée pour tout le monde. Et je pèse mes mots. Voilà, on n'est pas excusable ce soir. Et je pèse mes mots aussi. Si on veut jouer en Ligue 1, si on veut jouer à Metz, si on veut jouer dans des beaux stades avec du public, qui est content quand ça va bien et qui n'est pas content quand ça va mal, et c'est normal. Eh ben, il faut faire face, sinon on peut pas jouer. Sinon, on peut pas être footballeur professionnel en première division et être dans un club comme le FC Metz, tout simplement. Pardon pour la brutalité de la question, mais est-ce qu'il peut encore y avoir de l'espoir ? Bien sûr, moi j'y crois dur comme fer. Après, je peux pas en vouloir aux gens qui soient pessimistes par rapport à notre situation, à notre classement, c'est tout à fait normal. Après, moi j'y crois à 100%. Ça va être difficile, certes, mais c'est encore faisable et voilà, il faut tout donner, il faut rester concentré sur le prochain match, les prendre les uns après les autres. Il nous reste 10 matchs, il faut les jouer comme 10 finales et après on verra ce qui va se passer. Mais il faut y croire. Oui. Oui, Bernard, on discute nous, pendant les sonores. Évidemment que Bounassar ne va pas dire qu'il n'y croit plus, mais tout de même, autant on a beaucoup parlé du mental de cette équipe, autant là, l'espoir et la petite étincelle, elle est dans le regard de quasiment plus personne. Bah écoute, Aymeric, dans le tien, on n'est pas dans le vestiaire avec les joueurs, mais bon, 13 points et la saison, comme le disait Stéphane tout à l'heure, comme elle se déroule, c'est sûrement compliqué d'avoir encore le moral pour les joueurs. Moi, je voudrais pas être à leur place dans une situation comme ça, parce que de toute façon, il faut qu'ils se battent forcément jusqu'au bout. Et puis tant que mathématiquement, c'est n'importe quoi de dire ça, mais c'est comme ça, tant que c'est encore pas acté, voilà, il y a des miracles, ça existe, hein, mais il faudrait un miracle. Ça existe les miracles, Bernard, et moi je pense, je ne sais pas quel va être le discours de Thavenot ou quel est son discours depuis qu'il est arrivé. Ce qui est certain, c'est qu'en fait, les joueurs qui soient pour certains attachés au club, d'autres qui partiront en fin de saison pour plein de raisons, je pense déjà, c'est des professionnels, ils doivent faire leur métier, ils sont sous contrat. Première complètement raison. La deuxième chose, c'est que moi je pense qu'il y a dans le sport de haut niveau, ce qui est génial, c'est de se lancer des défis. Si tu n'as pas de défi, si tu fais ton petit truc comme ça, un peu comme un fonctionnaire du sport, tu t'embêtes. Là, moi, je pense qu'il y a un vrai défi. Et c'est ça le truc, c'est qu'un défi que tout le monde pense irréalisable. Toi, tous les jours, ce que tu dois faire, c'est penser à la possibilité du défi à aller chercher la place de barragiste. Et à partir de là, en fait, tu fais tout, mais au moins, tu n'as pas de regret à la fin. Mais parce que tu en auras des regrets, quoi qu'il en soit. D'accord, mais moi, je suis pas persuadé que tous, certains joueurs doivent être dans l'état d'esprit-là. Je suis d'accord. C'est vrai. Mais il y a aussi une histoire de génération. Aujourd'hui, moi, je me rends compte que des générations de maintenant sont moins dans ce schéma-là. C'est plus facile de partir du club. C'est plus facile de dire à son agent je veux m'en aller, que de s'arracher et de se dépouiller jusqu'à la fin de saison.
Je ne te dis pas qu'ils sont tous comme ça. Mais c'est pas pareil et je l'entends. En revanche, je pense que quelqu'un qui a tous les joueurs à l'entraînement, il doit sentir s'il y en a qui sont justement dans cette situation-là mais mentale. là, c'est eux à faire le tri. Et d'autres, voilà. Et moi, je pense que c'est peut-être le moment de faire le tri. Et puis, quitte à lancer des jeunes qui, eux, sont formés au club. Et puis, en fait, au moins, moi, je pense qu'à un moment, il faut tenter quelque chose. Mais la jurisprudence Alpha Touré, à un moment, la jurisprudence, le totem d'immunité d'Alpha Touré, Habib Diallo qui ne met pas un pied devant lui et qui est l'ombre aujourd'hui de ce qu'on a connu d'Habib Diallo. Ça a toujours existé, moi, ça, Stéphane. Stéphane. À un moment, tu vois, c'est ça aussi. Non, mais... Et est-ce que tu peux faire exploser le vestiaire ? Moi, je m'en fous qu'il explose le vestiaire. Non, mais tu sais que ça a toujours existé, ça. Il y a des lustres, ça existait. Et les entraîneurs prenaient un groupe restreint en disant « T'es dans le projet, t'y es pas ». Et ceux qui ne se sentaient pas, ou ceux que le coach ne sentait pas, il les mettait de côté. Enfin, il les mettait de côté. Il ne les prenait pas dans ce groupe-là pour mener à bien cette opération-là. Je ne dis pas que c'est un truc commando, mais c'est un peu ça. Et ça a toujours existé. Maintenant, c'est peut-être au coach et au staff à voir quels sont les joueurs qui peuvent être dans ce schéma-là. Ça a été fait, normalement. C'est ce que Bonatano a dit pour son premier jour. Il a bien sûr individuellement tous les jours savoir qui serait dans le projet et qui se sentait concerné ou pas. Force est de constater que pour le moment, en tout cas comptablement, c'est compliqué. On va enchaîner, monsieur, parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir dans cette émission. Tout de même, une petite parenthèse un petit peu sympa dans ce contexte qui est bien compliqué. Il a fallu regarder du côté des tribunes pour trouver un petit peu de baume au cœur, avec notamment Amara Diouf, Georges Mikotadze, Alexandre Oukidja qui étaient en tribune, et Thaïris Dos Santos, Colin et encore Elliot Tellen qui ont donné le coup d'envoi fictif de la rencontre. Une rencontre qui, évidemment, n'a pas été à la hauteur de ses invité-là et qui a des conséquences au classement. Avant ça, on va peut-être se tourner du côté des résultats du week-end pour faire le point. Ça a commencé dès ce vendredi avec le match nul entre Strasbourg et Lens. Samedi, victoire de Rennes à Toulouse, de Monaco contre Angers. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 1-0 contre Le Havre. Et dimanche, c'est ce qui nous intéresse un petit peu plus. On a la victoire du Paris FC contre Nice, la victoire de Lille dans les toutes dernières secondes contre le FC Nantes. Match nul animé entre Lorient et l'AJ Auxerre. Et enfin, Marseille s'est imposé lui aussi dans la dernière minute contre Lyon. Au classement, vous allez le voir, le FC Metz a manqué peut-être le bon coup de cette course pour le maintien, s'il faut encore y croire mathématiquement en tout cas, puisque il y a eu un match nul et une défaite du côté des concurrents directs, mais le FC Metz reste à 13 points. C'est, on va dire, 5 points derrière l'AJ Auxerre désormais qui est barragiste. Nathan, évidemment, on essaie de chercher plein de motifs différents pour faire de la discussion dans tout ça, mais les statistiques, parfois, elles parlent et là, elles ne sont pas du tout en faveur des Grenats, encore une fois. Et ouais, le FC Metz a perdu 17 de ses 24 matchs de Ligue 1 cette saison. Les 12 dernières équipes ayant compté au moins autant de défaites à ce stade ont terminé lanterne rouge. Là, on parle même plus de maintien ou pas de maintien de barragiste, c'est carrément à la dernière place. Et évidemment, ça ne ravit pas du côté des supporters qui s'étaient rassemblés ce dimanche. On va en parler tout de suite dans cette grosse page Focus. Il s'était donné rendez-vous place de la République ce dimanche. Les groupes de supporters du FC Metz ont été entendus. On va revenir évidemment sur le récit de cette journée avec les voix de Matteo Philippe et Lorraine Folio. Un contexte aux airs de déjà-vu. Tous les 2 ans, c'est le même discours, c'est le même schéma qui se reproduit. À chaque fois, on n'est pas loin et au final, on est quand même dans le mauvais wagon. Une action qui semble ouvrir un nouveau virage. On en a ras-le-bol et voilà, c'est pour ça qu'on entame aujourd'hui cette première action. Place de la République à Metz, un millier de supporters étaient réunis ce dimanche autour d'une même volonté. Je pense que ce qu'on demande clairement, c'est un changement radical au sein de la direction. Notamment au sein de la mentalité dans ce club. Là, on est vraiment dans un club qui a il y a vraiment de la négativité qui pèse sur ce club. Malheureusement, c'est devenu un peu un club de la loose, avec chaque saison qu'on fait en Ligue 1, en fait, avant de commencer, on est déjà condamné. Un nouveau tournant dans l'histoire du club. Face à cela, la direction du FC Metz s'est exprimée dans les colonnes du Républicain Lorrain en amont de ce rassemblement annoncé sur les réseaux sociaux en début de semaine. Les supporters sont certainement déçus de la situation, du classement, ça peut se comprendre. Ce sont des ultras, ils sont passionnés et ont envie, à leur manière, de montrer leur déception. Jouer sa place en Ligue 1, c'est déjà un projet ambitieux. Je sais que ce n'est pas ce que les supporters ont envie d'entendre, mais c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'ambition de se maintenir plusieurs années, mais les premières années de maintien sont les plus difficiles.
Un discours qui ne trouve plus écho dans les tribunes. De leur côté, les groupes de supporters ont exprimé une attente claire et définie. Clairement, l'objectif, c'est encore une fois de ne pas être dans ce wagon-là et de repartir en fait avec un vrai projet et des vraies ambitions et que les moyens soient mis au bon endroit, c'est-à-dire dans le projet sportif. Sportivement, la situation ne s'est pas apaisée ce dimanche soir avec la défaite messine face à Brest au stade Saint-Symphorien. Sanctionné par la LFP ce week-end, l'absence des ultras pourrait ne plus être une obligation, mais une question de volonté dans les prochaines semaines. Et là, il y a vraiment un point de rupture avec un ras-le-bol qui se matérialisera aujourd'hui par notre absence et qui, je pense, sur les prochains matchs, se matérialisera aussi, alors soit par une absence, soit par des actions concrètes. Un point de départ aujourd'hui qui nous amène à peut-être plusieurs mois, plusieurs années de combat jusqu'à arriver à nos fins. La fracture semble aujourd'hui plus profonde que jamais entre les supporters et le club. Même plus, désormais, elle s'organise. Des groupes de supporters qui déclarent qu'ils ont, je cite, assez donné et qui entrent dans une nouvelle phase d'action. Bernard, est-ce qu'on a atteint un point de non-retour ? Parce qu'on a l'habitude de voir des supporters, et c'est normal, mécontents de certains résultats dans toutes les équipes. Mais là, on entend quand même que c'est une lutte qu'ils ont envie de mener jusqu'à ce qu'il y ait gain de cause à la fin, qu'il y ait vraiment quelque chose à en ressortir. Tu l'as pas connu ça, j'en sais rien. Qu'ils soient mécontents, ouais, ça m'étonne pas. Mais moi, je vais te dire un truc. Pour moi, le FC Metz, c'est un club de Ligue 2 depuis 15 ans. Ça a été un club de Ligue 1 pendant 37 ans avec le président Molinari. Qui a fêté son anniversaire, petite parenthèse. Dont c'était l'anniversaire samedi, oui. Entre parenthèses. Ça a été un club de Ligue 1 pendant 37 ans. Mais au départ, quand le FC Metz est monté, un petit cours d'histoire, quand ils sont montés en 67, le président et le comité du FC Metz avaient dans l'idée de pérenniser le club 10 ans en D1 à l'époque, en Division 1. Il y a eu 35 saisons ou 37 d'affilée. Aujourd'hui, moi je vois ça depuis 15 ans, le FC Metz c'est un club de Ligue 2. Quand ils sont en Ligue 1, Hélène Schrub le dit, ils jouent le maintien. Mais ils ne jouent pas le maintien, ils sont toujours dans les 3 derniers. À part une saison où il y a eu, je ne sais plus, ils ont été... Il y a une saison, ils ont fini 10e, après la saison qui a été arrêtée par le Covid, c'est l'une des dernières fois où ils ont plus de 3 ans en Ligue 1. Pardon. Il ne faut pas se voiler. Moi, je pense qu'il vaut mieux être dans le classement entre 5 et 10 en Ligue 2 pour pas non plus... quand il y a une montée, ils sont derniers. Ils se mettent tout le public à dos, alors qu'il y a un public extraordinaire à Metz, qui suit l'équipe, qui vient en nombre et tout. Quand il est en Ligue 1, le public, forcément qu'il n'est pas satisfait. Et il ne voit pas une victoire, il ne voit pas grand-chose, notamment à domicile, puisqu'à l'extérieur, ils ne sont peut-être pas souvent là. Donc, pour moi, c'est un club de Ligue 2 qui doit se pérenniser en Ligue 2. Donc, faire en sorte de surtout pas descendre en national, forcément, et puis de ne pas monter non plus, parce qu'ils se mettent les supporters à dos quand ils montent en Ligue 1. Ils se mettent les supporters à dos, puisqu'il n'y a pas de victoire, ça ne joue pas très bien, c'est compliqué, donc les gens, forcément, ne sont pas contents. Donc c'est mieux, c'est sûrement mieux d'être en Ligue 2, je ne dis pas dans le ventre mou, mais jusqu'à de la 5 à la 10e place, et... moi, c'est un point de vue, ça n'engage que moi, de dire ça. Et je pense que le public ne sera pas mécontent comme il peut être là aujourd'hui. C'est vrai que, Steph, quand on dit ça, c'est qu'en fait, on a déjà tendance à oublier qu'il n'y a pas si longtemps que ça, sur cette même place, le FC Metz célébrait un barrage retour assez fou contre le Stade de Reims. C'est ce genre de yo-yo émotionnel qui font que tu passes d'un tout à presque à rien, on a envie de dire, qui est usant tout simplement sur la longueur. Oui, c'est usant parce que les supporters du FC Metz, en fait, ne sont pas là 1 an ou 2 ou 3. Ils sont des gens qui sont attachés depuis peut-être leur tendre enfance pour certains, d'autres qui se sont rattachés au club à leur adolescence. En fait, eux, ils sont là tout le temps et ils ne vibrent que pour ce maillot grenat. Donc, il y a un décalage entre, finalement, des joueurs qui signent des CDD de 1, 2, 3 ans, voire qui sont prêtés 6 mois, comme le petit Michal, par exemple. Et puis, cette volonté, en fait, d'avoir chez le supporter un projet sportif. Alors,
Moi, j'entends le fait qu'on veuille maintenir le club en Ligue 1, mais c'est pour moi des paroles qui sont des paroles de publicité. Moi, je voudrais plutôt entendre savoir comment on fait. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on n'a pas. C'est comment on fait et quelle est la stratégie. Comment on fait avec Dakar, avec le club de Serein qui se traîne pour pas descendre en 3e division belge, Fred Arpillon nous l'a dit, ils y croient encore. Moi, j'ai du mal à considérer ce club-là comme un club partenaire qui puisse faire grandir nos joueurs dès lors qu'ils sont dans une division qui est extrêmement basse et un niveau de jeu qui est compliqué. Quid du centre de formation ? Bon, voilà, on a des joueurs jeunes de qualité, on les voit, mais le petit Munongo, pour l'instant, il n'a pas signé pro. Et puis, Maggio, il a joué 4 matchs à peine et il est parti. Donc, où est, encore une fois, le projet de faire venir des jeunes joueurs du centre de formation dans l'équipe professionnelle avec de la stabilité. Voilà, je me dis tout le temps, ramener des joueurs sous forme de prêt qui vont signer 1 an, 6 mois, peut-être un peu plus pour certains. Oui, mais est-ce que ça rentre dans un projet général ? Moi, c'est ça que j'entends. On a du mal à entendre. C'est quel est le projet général et avec quoi, avec qui on fait ? C'est vrai que la formation est le maître mot du FCMS depuis des années maintenant. Alors on commence tout doucement à voir quand même apparaître des visages qu'on ne voyait pas forcément du centre. Il y a eu un creux pendant quelques années, alors pour diverses raisons, notamment l'ère Covid, ce genre de choses. C'est vrai que là, Munongo, Mbala, on a Morgan Bokele qui est sorti récemment, ils ont signé Ismaël Guerti, Cléo Mélière. C'est vrai que tu as des noms qui ressortent aujourd'hui, ça c'est un avantage. Maintenant, il faut qu'ils soient au niveau. Pour le moment, ils le sont. Pour les 2 derniers qu'on a cités, Nathan Mbala et Belu Mlongo, qui sont titulaires ou presque en tout cas. Angelo, évidemment, il y a cette interview d'Hélène Schrub. Je veux dire, qui mieux que toi pour nous en parler, pour nous dévoiler un petit peu peut-être ce qui se dit. C'est vrai qu'on comprend l'idée du club et la volonté. En fait, elle est là. Les 2 parties ont la même volonté. Pérenniser le club en Ligue 1 et le voir s'épanouir en Ligue 1. Maintenant, la réalité que l'on connaît, qu'elle soit économique, qu'elle soit sportive et tout, elle est différente. Et les raisons, en fait, là, diffèrent. C'est clair, en fait, le FCMS, j'ai l'impression qu'il a une course à handicap permanente. Tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait du barrage face à Reims. C'était moi, j'étais en face de toi. tu montes face à Reims, tu as une joie immense et le surlendemain, Bernard Serin dans la presse dit il faut vendre pour 20 millions d'euros. Et rien que là, ça fait un coup derrière la tête. Le ras-le-bol des supporters, c'est pas uniquement la 18e place, c'est pas uniquement la défaite contre Auxerre. C'est ce ras-le-bol-là sur les dernières années, le faire le UE entre la Ligue 1 et la Ligue 2, d'entrée de jeu, dire on doit vendre pour 20 millions et affaiblir l'effectif. Tu montes en affaiblissant l'effectif. C'est-à-dire que tu montres ric-rac en Ligue 2, tu arrives en Ligue 1 avec un effectif moins bon. Ça, c'est compliqué, c'est difficile à entendre. Il y a des difficultés économiques qui se comprennent, bien sûr. Hein. Elles existent, elles ne sont pas inventées. Les droits télé et tout, c'est une catastrophe. Les droits télé sont passés... un club comme le FCMS touché de 35 millions à 3 millions. C'est une catastrophe économique. Ça, il faut le comprendre. Après, voilà. C'est peut-être là que l'on rejoint les autres avis autour de la table, c'est que, et c'est ce que dit Hélène Schrub dans l'interview, c'est pas le même football qu'il y a 25 ans, c'est pas la même Ligue 1, évidemment, sauf que peut-être ce qui a marché sur les dernières années avec Génération Foot, peut-être qu'aujourd'hui le fonctionnement n'est plus le bon et qu'il faut adapter en tout cas ce qui se passe à cette Ligue 1-là. Les autres clubs y arrivent, on compare souvent à Angers. Alors oui, quand elle le dit, ça fait pas longtemps qu'ils sont en Ligue 1 et les premières années sont les plus dures. Évidemment que le FCMS ne va pas remonter en Ligue 1 et finir 6e, à moins que. Mais ce serait quand même un exploit. Mais aujourd'hui, il faut peut-être adapter ce qui se passe à tous les étages. Alors Génération Foot, c'est quand même c'est un petit peu le poumon du FCMS, économiquement parlant. Hein. Les plus grosses ventes du FCMS ces dernières années, c'est Génération Foot. Après, je rejoins un petit peu Stéphane sur le RFC Serein. Quels sont les bienfaits du partenariat avec le RFC Serein ? Aujourd'hui, on ne les voit pas tant que ça. Les joueurs prêtés, ils jouent en D2 belge. Quand ça a marché, c'était, quand on parlait de Georges. Le club était en Ligue, en première division. Là, effectivement, il y avait un énorme bienfait. Quand le FCMS descend en 2022, il s'appuie sur Mikotadze, Mazic, Jallo, qui était le triangle offensif du RFC Serein, qui avait fait monter le club et maintenu le club en première division. Et là, il y avait vraiment quelque chose de concret. Aujourd'hui, je vous avoue que je ne le vois plus. Ça paraît compliqué, tout l'argent qui est mis dans la formation, il y a aussi une part sur ce partenariat avec le RFC Serein, donc peut-être qu'il y a quelque chose à repenser à ce niveau-là. Après, je repense à quelque chose que tu as dit avant avec les joueurs formés au club. Tu as cité Guerti, Mélière notamment. Moi, je mets un bémol sur ces joueurs. Est-ce qu'on peut parler de joueurs formés au club quand ils débarquent à 17 ans de centre de formation de club professionnel ?
Mais après te baser sur... alors, tu as ceux que tu formes depuis le plus jeune âge. Après, aller shipper, c'est ce qui se passe aussi ailleurs. Quand le FC Metz perd certains joueurs qui vont ailleurs aussi, c'est peut-être bien aussi que quand certains clubs ne voient pas un potentiel, que toi, tu puisses aller le récupérer pour toi. Mais se gargariser de dire on a signé pro Cléo Mélière qui arrive à 17 ans de Besançon, Guerty qui est arrivé du Havre ou de Lens, je ne sais plus. Alors, je vais peut-être faire du mal à beaucoup de gens en disant ça, mais même Miko Tadze, tu le récupères à 17 ans de l'Olympique Lyonnais. Donc dire on a formé ces joueurs, ok, on les a post-formés plutôt, c'est une petite nuance. Par contre, ce qui est bien, voilà, effectivement, c'est Nathan Mbala qui est là depuis gamin, Believe Monungo qui est là depuis gamin. Maintenant, il faut espérer que ces garçons-là vont signer pro parce qu'il y a un enjeu sportif, un enjeu émotionnel et un enjeu financier aussi de signer pro. Parce que là, tu sens déjà qu'à mon avis, alors je ne suis pas dans les portes et les coulisses du club, mais à mon avis, ça doit déjà commencer à toquer dans l'entourage du joueur pour dire là, ce que vous faites, c'est pas déconnant en Ligue 1 dans ce contexte-là. Venez chez nous, quoi. Il y a des émissaires de très grands clubs qui sont sur Believe Monungo, forcément. Donc on va espérer On l'a vu avec Brian Maggio. Tu ne sors pas des sommes comme ça. Surtout qu'aujourd'hui, et ça Bernard, ça peut peut-être plus te faire parler, tu n'as plus besoin de montrer grand-chose pour atteindre des sommes astronomiques sur les marchés des transferts. Donc ça aussi, en plus... Aujourd'hui, il y a des grands clubs qui ont des moyens astronomiques et qui pour lesquels mettent 10 millions ou 12 millions sur un gamin qui a joué 3 matchs. Aujourd'hui, la négociation, c'est vous voulez un 0 de plus ? C'est pas... Voilà, c'est comme ça. Mais c'est dans certains pays, c'est pas non plus dans le monde entier. Mais ça existe, et c'est vrai que le FC Metz en pâtit parce qu'ils se font régulièrement piller. Régulièrement prendre. Ça a même été l'étiquette pendant longtemps de la Ligue 1, qui était une ligue tremplin pour les joueurs. C'est une ligue qui forme beaucoup, qui toute l'Europe s'est servie dans la formation française, c'est clair, depuis longtemps. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, si ces joueurs-là que tu formes chez toi ou que tu post-formes, et tu as entièrement raison, Angelo, ils partent, avant peut-être même de signer un contrat chez toi, que les joueurs de Dakar, pour les meilleurs, ils viennent signer 6 mois, 1 an et ils partent aussi. En fait, tu as le sentiment qu'il n'y a pas là aussi de projet avec tes structures de formation annexes. Donc c'est un peu l'image aussi que tu donnes à la France ou même à l'Europe du football en disant il y a des bons joueurs et puis de toute façon ils sont libres dès qu'on en a envie. Donc j'ai presque envie de dire que tout le monde vient faire son marché chez nous et pendant ce temps-là, tu ne construis pas véritablement un projet sportif au club. Justement, cette vision du projet sportif, on l'a vu avec les supporters d'un côté, la direction de l'autre. On a un peu l'impression, Angelo, que ça devient impossible de s'aligner maintenant. C'est peut-être là, on parle là, titré des unions sacrées, mais est-ce qu'on peut trouver désormais un terrain d'entente ? Franchement, je n'ai pas la réponse à cette question. Tout à l'heure, tu parlais de points de non-retour, je ne sais pas non plus. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est très regrettable quand on voit le potentiel public qu'on a au FC Metz. Ça a été mis en avant dans les interviews, justement. On parle de la ville, on parle du stade, des infrastructures qui sont toujours mis en avant à chaque arrivée de joueur et ce qui est légitime. Attention, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as tout sous la main, quoi. Regardez les fins de saison en jeu, comment le stade est rempli. Vous allez au centre-ville, il y a des gens partout avec les maillots de Metz. Metz, c'est une ville de foot. Le potentiel public est immense et ce serait très regrettable pour le club de se mettre ses supporters à dos. C'est vraiment dommage parce que le Messin de base est vraiment attaché à son club. Il y a un vrai lien et ce qui se passe malheureusement, c'est qu'en faisant le yo-yo, en ne provoquant pas d'émotion, finalement, tout à l'heure je parlais de cette équipe qui procure pas grand-chose, voilà, on perd ça et c'est compliqué du coup. Et franchement, c'est très triste de ne pas avoir un club et ses supporters dans la même lignée. C'est peut-être ce qu'il faut, Steph, aujourd'hui, en plus, si tu veux t'en sortir, c'est que tout le monde puisse tirer dans le même sens. Parce que, oui, ce sera compliqué, dans un premier temps, de se pérenniser dans cette ligue où, qu'on le veuille ou non, alors oui, c'est un discours qui déplaît aujourd'hui, mais oui, il y a plusieurs, pas championnats, mais il y a plusieurs parties de tableau, en tout cas. Tu as les clubs européens qui ont des mannes financières en plus en jouant la Coupe d'Europe. Et puis le ventre mou, bas de tableau, aujourd'hui, tu as des clubs qui sont plutôt connus, qui sont descendus et qui ont sombré. On parle de Bordeaux, on parle là du FC Nantes qui est dans une situation assez catastrophique. Ça reste quand même un club qui a longtemps marché. Saint-Etienne qui maintenant fait le yo-yo et qui va peut-être le refaire cette année parce qu'ils sont de nouveau bien partis. Les clés pour exister aujourd'hui, c'est de la survie plus qu'autre chose. Ouais, mais ça existe, ça marche. Brest, on vient de le voir. Après... c'est aussi, il
faut avoir cette volonté d'augmenter la masse salariale. Clairement, si tu veux faire venir des joueurs comme Ludovic Ajorc chez toi et de les pérenniser chez toi, voilà, c'est pas des joueurs à 90 000 par mois, hein, comme Diallo, Hein, ceux qui sont, à mon avis, ceux qui sont les mieux payés chez nous. C'est qu'à un moment, moi, j'avais le souvenir d'un match qu'on avait fait contre Lyon ici, et puis on avait eu quelques occasions de but, et puis j'avais dit à mon pote lyonnais, j'avais dit mais oui, mais Toko Ekambi va marquer la première. Et on a marqué la première, mais c'est normal, c'est un joueur à 250 000 par mois. C'est un peu ça aussi, le truc, c'est que il ne te faut pas beaucoup d'occasions de but pour des joueurs de ce niveau-là, parce qu'ils sont peut-être plus chers, mais je pense que c'est peut-être aussi ça qui va faire la différence, c'est que peut-être il y a une enveloppe de la masse Stéphane, salariale. le FCMS, il n'arrive pas à faire ça. Non, on n'y arrive pas, et je pense que peut-être le salary cap voulu à ses limites. Donc, moi, ce qui m'embête juste, encore une fois, c'est que, oui, on dit Saint-Etienne, c'est compliqué. Bordeaux, c'est foutu. Il y a beaucoup de clubs, bien sûr, qui ont été rachetés et qui ont été certainement mal gérés. Le FCMS, aujourd'hui, il faut en être certain, le président Serin, il essaye, je pense, de remettre toujours un peu de pognon pour que les choses soient équilibrées. Moi, ça, je l'entends. Et j'ai presque envie de dire Factuellement, tu passes la DNCG tous les ans. Et d'applaudir les deux mains. En revanche, c'est sportivement, comment on fait pour exister, et je ne vous parle même pas de Ligue 1 ou Ligue 2, mais pour avoir une trame. Voilà. En fait l'idée, c'est que cette survie que tu arrives à avoir tous les ans, en fait, malheureusement, c'est une finalité. Il n'y a pas de « et après ». C'est ça. On a trouvé ce qu'il faut pour rester en Ligue 1 et pour être dans les clous. Et oui, le FCMS n'a pas tous les ans, il n'y a pas de restrictions budgétaires, il n'y a pas de restrictions de salaire. Le FCMS peut recruter sur le marché des transferts. Mais ce qui c'est qu'une fois qu'on a fait ça, déjà tu t'es amputé de pas mal de millions et de pas mal de possibilités. Malheureusement, derrière, il n'y a pas peut-être... C'est du court-termiste, juste après. T'as raison, c'est du court-termiste. Il faut être lucide là-dessus, c'est qu'on n'arrive pas à faire un projet peut-être... La Ligue 2 à moyen terme, c'est la solution ? De toute façon, on l'a vu. On l'a vu ne serait-ce qu'avec notre entraîneur. C'est-à-dire que Stéphane Lemignon, tout le monde était d'accord pour dire on est en train de changer d'air en termes technico-tactiques au FCMS. Des choses qu'on n'a jamais vues pendant 20 ans au FCMS, de la possession, des passes, des déplacements, de la prise d'informations, etc. On ne l'a jamais vu. Et bien même ça, en fait, au bout d'un an et demi, voilà, pour des raisons... Après, c'est balayé par les résultats. C'est balayé par les résultats. C'est ça le problème. Voilà. Il faut que tu aies des résultats. À un moment donné, le public, il a de la patience et à un moment donné, il n'en a plus. Ce qui peut se comprendre. Hein. Moi, je n'ai pas de souci particulier par rapport à ça. Mais voilà. Et si tu n'as pas de résultats, à un moment donné, alors, c'est pas l'argument, si, l'argument du FCMS depuis des années, c'est le manque de moyens. Alors, on le répète depuis je ne sais pas combien d'années. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est pas mieux de se pérenniser en Ligue 2 et de pas, alors je dis, c'est pas avoir les yeux plus gros que l'estomac, mais de vouloir faire un championnat qui n'est pas dans les cordes du club, ou qui n'est plus dans les cordes du club. Voilà. C'est... À chaud, j'aurais dit ça aussi. À chaud, contre Auxerre, je me suis dit, mais punaise, qu'on s'installe en Ligue 2, qu'on arrête d'être ridicule une année sur deux. Petite pensée à Gérald qui nous a prévenu l'année. il avait juste avant tout le monde. Après, d'un autre côté, je me dis aussi, rester en Ligue 2, c'est un jeu dangereux. En termes de public, déjà. On se souvient, fin des années 2010, pardon, le FCMS a fait plusieurs saisons de suite en Ligue 2. Il n'y avait plus 20 000 personnes au stade. Souvenez-vous, le stade était vide au bout de 2-3 saisons. Quand tu deviens un vrai club de Ligue 2, je mets des guillemets, quand tu deviens un vrai club de Ligue 2, après, au bout d'un moment, il y a une possibilité de descendre en national. Ça aussi, c'est compliqué. Historiquement, c'est quand même une déchirure au cœur de se dire que le FCMS, qui a passé le plus clair de son temps... tu fais quoi ? Je suis d'accord, mais c'est une déchirure de se dire... Vous n'avez pas de chance, vous n'avez pas de chance, non, parce que vous étiez pas né sur les bonnes périodes. Enfin, encore, si vous avez vu la fin, quand il y avait peut-être... Le premier match au stade, c'est 99, donc... Ouais, donc voilà. Non, mais c'est quand même une déchirure de se dire qu'un club comme le FCMS, qui est un club historique du championnat de France, on ne peut pas nier, mais de se dire, est-ce que sa place, c'est pas en Ligue 2 ? En fait, moi, je suis très partagé par rapport à ça. Je me dis, est-ce que le mieux, c'est pas de faire comme Guingamp, être un petit peu anonyme, arrêter d'être ridicule une année sur deux ? De l'autre, je me dis aussi, c'est un jeu dangereux. Il faut que tu aies des ambitions. Et l'ambition, quand tu es FCMS, c'est
d'être en Ligue 1. Le seul truc, c'est que... Pour faire quoi ? C'est encore une fois, je le dis, Stéphane, c'est t'es en Ligue 1, t'es en Ligue 1, t'es les 3 derniers tout le temps. Tu montes en Ligue 1, ok, ou tu montes pas, même si tu montes pas. Mais il faut qu'on y voit clair sur le projet avec les entités qui sont autour du FC Metz et notamment la formation, puisqu'il n'y a que comme ça, on va y arriver. Et pour l'instant, on fait que des projets de 2 ans. Je ne sais pas si vous avez remarqué, chaque fois, tous les 2 ans, on change de directeur sportif, un nouveau projet, un nouvel entraîneur. L'entraîneur, il reste 2 ans ou 1 an et demi s'il saute en cours de saison. Tous les 2 ans, il y a un nouveau changement de braquet au FC Metz. L'une des solutions est peut-être cette question de vente, mais encore faut-il là aussi avoir une vision un peu plus long terme que de juste dire je cède le club. C'est vrai qu'on ne peut pas le céder à n'importe qui non plus. Je pense que tout le monde ne l'accepterait pas en tout cas. On arrive malheureusement déjà à la fin de cette émission. On aura l'occasion de développer peut-être un petit peu plus tout ça d'ici la fin de la saison. Voyons ce qu'il se passera. Merci de m'avoir accompagné, messieurs. Et nous, on se retrouve bien très vite sur Moselle TV. Tous derrière les grenats en regardant le Graouli Mag avec les centres Leclerc de Moselle. Et pour toujours plus de promos, téléchargez l'application Mon Leclerc.